Si vous êtes d'accord, je propose de redémarrer cette deuxième partie, cette deuxième séquence. Donc, comme je disais, les trois thèmes, communication sur des sujets sensibles, communication, management des crises, et puis les approches davantage internes. Et puis, avant le débat, je présenterai très rapidement plein de petits flashs, c'est-à-dire des résultats très concrets sur un an et demi de recherche dans des laboratoires principalement américains en communication de crise. Voilà, donc on va démarrer immédiatement par ce qui est marqué sur le programme, les publics réfractaires. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui peut bloquer et à quel moment il peut y avoir des dissensions un peu fortes. La plupart de ce qu'on peut dire en général sur le domaine des relations publiques, on est dans un monde un peu, pas dire idéal, mais presque. Mais quand on regarde ne serait-ce que la définition des relations publiques, c'est domaine de communication qui recherche la compréhension, la sympathie, la confiance des publics, etc. Quand on est en communication sensible, on est parfois très loin de ce thème-là. Souvent un peu l'habitude de dire que la communication sensible, c'est une communication de combat. Et on l'a vu à l'instant quand il y a eu justement la question sur Foodwatch. Il y a aussi des gens avec qui peut-être on ne doit pas débattre et pour lesquels on peut avoir une communication minimale. Donc moi j'avais essayé d'étudier, de réfléchir à justement ce nouveau concept qui est la communication sensible, qui à mon sens renferme 3-4 grandes catégories. La communication de crise bien sûr, la communication sur des sujets sensibles, c'est ce que je vais présenter un peu immédiatement, des thèmes qui sont sensibles aux yeux de l'opinion, la communication sur les risques, et puis la communication d'acceptabilité. Communication d'acceptabilité, c'est la communication qui s'effectue en accompagnement d'un projet industriel ou équipementier ayant un impact environnemental lourd. Concrètement, c'est comment communiquer en accompagnement d'un projet de construction d'un incinérateur, une voie ferroviaire, la LGV, Notre-Dame-des-Landes, un barrage. Donc là aussi, on est sur des communications qui peuvent être un peu conflictuelles. Donc, pour présenter ces problématiques de communication sensible, on va faire ça en binôme avec Christophe Andréau, qui est responsable de la communication de Heads, et puis de moi-même, à qui je me passe immédiatement la parole. Je n'ai pas de slides, j'ai pris quelques notes. Donc, je vais vous présenter un peu quelques réflexions qui sont basées sur une recherche que j'ai effectuée avec un doctorant à l'Université Paris 4, François Allard, pour ceux qui étaient là l'an dernier, qui avait présenté ces recherches liées à la RSE sur les problématiques des pesticides. Donc, méthode utilisée, c'est en fait une analyse de la littérature sur des thèmes sensibles aux yeux de l'opinion et la manière dont les industriels évoquent ces sujets. Quelles sont leurs stratégies de communication pour essayer de nous convaincre. Alors j'ai essayé de discerner 7 grands axes de communication avec l'idée que, pour être précis, je mets en évidence des axes de communication spécifiques à ce domaine-là. Donc bien évidemment, il y a autre chose, mais j'ai essayé de mettre en évidence justement une communication spécifique aux problématiques de communication sur des sujets sensibles. Le premier, c'est les procédés rhétoriques, c'est-à-dire dans la construction du discours, il y a un certain nombre de formes qui apparaissent, et au premier plan, je mets le processus de la figure d'autorité. C'est-à-dire j'ai l'autorité pour parler de ce sujet parce que je le connais parfaitement. Sur cette question-là, je suis l'expert, je suis le spécialiste. Et en accompagnement et en justification sur des sujets, les pesticides, les OGM notamment, une sorte de recours, pas présenté de manière très grand public, mais toujours en tout cas en filigrane,
de justification de cette figure d'autorité par une argumentation scientifique souvent très pointue, c'est les citations. Les citations dans les revues scientifiques, on en discutait à la pause à l'instant, c'est sur ce sujet-là combien nous avons de références scientifiques indiscutables, c'est-à-dire de publications dans des revues de rang A, c'est-à-dire le summum de la publication scientifique, c'est-à-dire lecture en peer review double aveugle, c'est-à-dire ça va être lu par deux personnes différentes qui ne se connaissent pas, qui ne doivent pas savoir qui a envoyé l'article et qui doivent tous les deux donner un avis favorable. Ce qui est, pour ceux qui ont l'habitude parmi nous, les chercheurs, ce qui n'est pas facile du tout, quoi. En général, il faut quand même au moins 2 ans, enfin souvent rarement moins. Généralement, il y a des corrections, une relecture, etc. Donc, dans le domaine environnemental, il faut publier dans la revue Nature. Si vous êtes dans un domaine un peu scientifique, médical, ayant des incidences sanitaires, il faut publier dans la revue The Lancet. C'est-à-dire, voilà, il faut en passer par ces figures d'autorité. Et on voit une course pour certaines entreprises à essayer de forcer les portes pour avoir des publications scientifiques. On a eu un scandale en début d'année, justement dans les problématiques de réchauffement climatique, avec la revue qui s'appelle Pattern Recognition in Physics, où un numéro avait été un peu infiltré par des climato-sceptiques qui avaient cherché des vérificateurs, des relecteurs. Et en fait, voilà, ça s'était su. Mais on voit vraiment cette force, ce flux pour essayer d'obtenir des publications scientifiques, parce que c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous apparaissez comme le plus rigoureux sur le sujet. Le deuxième dans ces procédés rhétoriques, c'est ce que j'appelle les stratégies d'alliance. C'est-à-dire il vous faut des experts incontestable sur le sujet justement pour prouver que vous avez raison. Alors là aussi, pour essayer de donner des exemples, on a la chance exceptionnelle, enfin en tout cas nous chercheurs, d'avoir des corpus parfois considérables sur des domaines. Par exemple, sur les problématiques de tabac, il y a eu la publication intégrale de ce qu'on appelle les tobacco documents. Donc je ne sais pas combien de dizaines de milliers de documents ont été mis à la disposition du public. Et on a juste découvert des choses fantastiques. C'est-à-dire vraiment toute la stratégie de communication des industriels du tabac. Et voilà, c'est public, c'était dans le cadre d'un procès. Tout a été mis sur la table. Et on voit comment l'industrie du tabac a essayé d'approcher certains grands noms. Par exemple en France, un neurobiologiste bien connu, où on l'approche, on l'invite d'abord à un colloque. Ensuite, on lui promet quelques subventions pour sa recherche, mais bien évidemment, il n'y aura pas d'incidence, il conservera sa liberté, et puis voilà, et puis ça rentre dans l'engrenage. Le neurobiologiste, c'était Jean-Pierre Changeux, qui a évidemment accepté, qui a reconnu, mais c'était public. Trouver les scientifiques qui peuvent essayer d'aller en appui à vos thèses. Pour rester sur ces problématiques climat, un événement historique important qui est maintenant bien décrypté, décodé, c'était l'appel de Heidelberg en 1992. Donc au moment de la grande conférence de Rio, qui était le grand sommet de la planète, tous ces grands prix Nobel, c'est la première fois que autant de prix Nobel s'engagent sur un texte commun. Et là aussi, on sait maintenant que c'est les industriels de l'amiante qui étaient à l'origine de cet appel de prix Nobel pour dire attention, l'environnement, ça ne doit pas devenir un truc qui puisse aller contre la compétitivité des entreprises. Donc, stratégie qu'on commence à apercevoir. J'ai mis aussi dans ces procédés rhétoriques ce que j'ai appelé, avec tous les guillemets qui s'imposent, la Science Canada Dry. C'est-à-dire à partir du moment où on n'a pas réussi à avoir nos prix Nobel, à partir du moment où on n'a pas nos références scientifiques, on fait comme si. Et donc on crée des instituts de recherche qui doivent inéluctablement dans le titre avoir le mot Institut international et recherche, et si possible en anglais. Et puis ça permet de faire des publications, des newsletters, etc., avec la vision que ça émane de l'International Research académique, etc. etc. Et puis dernier point, et là on est vraiment sur une spécificité, quand je dis que la com sensible c'est une com de combat, c'est les attaques ad hominem. C'est-à-dire on attaque vraiment les personnes. Alors pas physiquement, en tout cas, ça n'est pas rentré dans mon étude, je n'ai pas vu, mais c'est violent, c'est très 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 violent. Le premier exemple qu'on a vu, c'était sur les pesticides. C'est au moment où ça a émergé sur la scène publique internationale, c'est en 1962 aux États-Unis, avec le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux,
il faut voir ce qu'elle a pris, la pauvre dame. Mais c'était vraiment l'écho hystérique. On ne peut pas l'écouter, elle est malade. Elle est malade. C'est juste une biologiste de renom qui a fait une étude scientifique sublime, quoi. Elle a passé un temps fou. Mais voilà, pour décrédibiliser, on attaque. Pour aller rapidement sur des cas plus récents en France, pareil sur les pesticides, l'utilisation de la banane, je ne sais plus si c'est Martinique ou Guadeloupe, le professeur Bellepomme, qui a dénoncé s'il avait juste envie de faire parler de lui. Le professeur Serralini contre les OGM, il a commencé à sortir, notamment sur les réseaux sociaux, qui pouvaient avoir des affinités sectaires. Au niveau du climat, le vice-président actuel, Jean-Pascal Van Ippersel, qui est en lice pour devenir président l'année prochaine, donc qui est un peu l'étoile montante, qui a justement réfléchi à la communication. C'est lui qui a lancé cette année la rédaction d'une stratégie de communication pour le GIEC. Si on regarde ce qui a été écrit sur lui, mais c'est un dictateur, c'est un censeur, il terrorise ses équipes, c'est des choses qui peuvent être assez fortes. Donc heureusement, ça ne concerne que les sujets de la communication sensible, mais il y a vraiment ce constat qui peut être fait. Deuxième point, c'est la communication positive. C'est-à-dire on est sur un choix dans chaque hypothèse, en tout cas des hypothèses étudiées, de trouver les bons termes qui vont faire que le message va passer plus facilement. Alors, sur un sujet maintenant, quand je disais, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, c'est-à-dire on peut être sensible à un moment donné, et puis ça se banalise après, ou alors des phénomènes banaux peuvent devenir sensibles en fonction de l'actualité, donc il peut y avoir des va-et-vient. Donc par exemple, sur le problème du nucléaire, il y a eu ce gros travail qui a été fait sur la sémantique. C'est-à-dire au début, quand le parc nucléaire a été créé, on créait pas des centrales nucléaires, hein, on créait des centrales atomiques. Et puis clairement, atomique, ça a quand même évoqué un peu la bombe. Donc nucléaire, ça a paru préférable. Le choix de dire qu'on travaille sur du stockage profond plutôt que de l'enfouissement a été réfléchi. Quand on a travaillé sur les premiers laboratoires, enfin les premiers instituts de recherche sur les déchets radioactifs à haute durée de vie, et à haute durée de vie et puis à fort impact, on n'appelait pas ça des centres de profonds, etc. C'était des laboratoires de géoprospective. Parce qu'un laboratoire de géoprospective, c'est mieux qu'un truc où on fout des déchets nucléaires qui durent très longtemps et qui peuvent faire très mal. Alors, ça n'a pas pris, donc on est passé à autre chose. Mais en tout cas, il y a ces réflexions. On a un exemple actuel, là, en ce moment, c'est le problème des gaz de schiste et de la fracturation hydraulique avec la manière dont les mots évoluent. C'est-à-dire, on ne parle plus de fracturation hydraulique, du moins, on essaie de ne pas parler de fracturation hydraulique, mais alors quand vous regardez les choses qui sortent sur les sites web des industriels concernés, on est sur la brumisation de la roche, je trouve ça étonnant, ou de la stimulation. Il y avait aussi, alors j'ai dû noter, oui, du massage de la roche. Le massage de la roche, on va masser la petite roche. Sur des problèmes d'expérimentation animale, clairement, expérimentation, c'est pas la vivisection. Sur les pesticides, c'était clair, quoi. Pesticides, c'est la peste, et cide, on est dans l'univers sémantique de l'homicide, du suicide, du génocide. Donc c'est juste pas possible. Et la manière dont les industriels concernés, c'est l'UIPP, l'Union interprofessionnelle pour la protection des plantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fabriquer des pesticides, il s'agit bien de protéger les plantes. Et c'est les industriels phytosanitaires. Phyto, c'est la plante, et sanitaire, c'est prendre soin des plantes. Donc voilà, on est bien d'accord, il n'y a aucun jugement de valeur, etc. On se constate, on est vraiment là sur une spécificité du sujet, sur ce travail où on doit vraiment réfléchir peut-être davantage que dans d'autres domaines sur ces problématiques de réflexion sémantique. Troisièmement, et là aussi forte spécificité, c'est la propagation du doute, c'est introduire le doute. Clairement, dans les industriels du tabac, enfin les tobacco documents, ils le disaient clairement, le doute est notre métier. Le doute est notre métier. C'est écrit, c'est le DIRCOM, je ne sais plus qui disait ça. Non, c'était une agence. C'est-à-dire propageons le doute. Utilisons le fait qu'on n'a pas de certitude pour ralentir les décisions ou pour freiner. Tant qu'on n'a pas la certitude, voyons si on peut freiner. C'est là si ça vous intéresse, le livre de base, c'est clairement sur le réchauffement climatique, mais c'est aussi sur le tabac et sur plein d'autres choses. C'est le livre de Eric Conway
et Naomi Oreskes, qui s'appelle justement Les Marchands de doute, qui est juste un livre sublime qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. C'est ce que Robert Proctor sur le tabac a appelé l'agnotologie, c'est-à-dire c'est le processus de construction de l'incertitude, et voir comment l'incertitude peut profiter à certaines activités. Comment produire culturellement de l'ignorance. Alors, 3 méthodes utilisées. La dénonciation d'études existantes. Cette étude-là ne permet pas de conclure. Et c'est juste remarquable et logique. C'est-à-dire que la science ne permet jamais ou rarement de conclure. C'est le principe même de la science, c'est le doute scientifique. Mais justement, utiliser les interstices du travail scientifique pour reconnaître que le document scientifique, les études qu'on peut faire en science, concluent toujours pour dire, voilà, dans l'état actuel de nos recherches, ok, d'accord, donc on ne peut pas décider, faisons d'autres recherches, donc repoussons les décisions qui peuvent être prises. Le deuxième, c'est la survalorisation d'une erreur partielle. Donc on va trouver, même dans ce que je disais, ces revues ultra-scientifiques, une petite erreur qu'on va monter en épingle pour dénoncer que voilà, ça prouve bien que votre travail n'est pas très sérieux. On a eu ça il y a 2 ans, 3 ans, avec justement c'était le 4e rapport, il y a 4 ans alors, avec le 4e rapport du GIEC, où le GIEC dans son 4e rapport indiquait la fonte des glaces de l'Himalaya en 2035. Et voilà, c'est passé. Et puis, en fait, c'était pas 2035, c'était 2350. Mais tout le monde a dit 2035, regardez, franchement, c'est vraiment absurde. Ça montre bien qu'ils peuvent raconter n'importe quoi, que c'est pas très scientifique. Voilà, c'est les rapports du GIEC, si vous en avez déjà eu entre les mains, c'est juste des documents qui font plus de 1000 pages. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit un document de plus de 1000 pages, mais je prends tous les paris qu'on doit retrouver facilement au moins une dizaine de coquilles ou d'erreurs. Voilà, c'est inéluctable un peu. Mais on va chercher la petite erreur qui fait que ça va prendre sens dans une campagne un peu plus générale. Et puis le 3e et dernier thème, c'est la mise en évidence d'une discordance entre 2 études. Il y a cette étude qui dit ça, mais l'autre étude semble indiquer le contraire, donc doute, ou alors deux scientifiques qui peuvent avoir des points de vue un peu différents. Je prenais l'exemple du vice-président du GIEC, une des dernières émissions. Il était confronté à un climato-sceptique qui lui a dit « Oui, vous dites ça, mais votre président vient de dire l'inverse. » Alors, il n'avait pas exactement dit l'inverse, mais il avait eu un discours qui pouvait suggérer que ce n'était pas le même point de vue. Donc, c'est montrer que c'est pas très rigoureux parce qu'il y a ce doute permanent dans l'ensemble de vos études qui ne permettent pas de conclure. Donc voilà, faisons d'autres études, donc attendons. Donc les pouvoirs publics ne peuvent pas prendre de mesures pour interdire les gaz de schiste, pour interdire les OGM, pour interdire ça, parce que pour le moment on ne sait pas. Quatrième technique, mais elle est un peu liée à celle-là aussi, c'est la dissension construite. Alors là, on est plutôt dans des techniques de relations publiques, on n'est pas dans de la communication, en tout cas pas de la communication corporate. C'est la bonne vieille technique militaire comme on avait déjà dans l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est divisons nos ennemis. Donc on ne va pas travailler avec l'ONG Foodwatch, mais on va travailler avec Greenpeace, on peut discuter avec Greenpeace. Ou dans la même association, il y a des personnes qui peuvent apparaître plus réalistes. Donc on va peut-être tenter de les approcher. Et toujours sur cet exemple du climat, des grands noms, un des pionniers de la recherche internationale sur le réchauffement climatique, c'était l'Américain Roger Revelle. À la fin de sa vie, il avait 82 ans, il a signé un texte climato-sceptique. Et il n'a jamais pu démentir, il est mort 3 mois après. Mais voilà, c'est essayer de trouver les bonnes signatures, les personnes qui peuvent être en appui, même dans le camp ennemi, pour essayer de les récupérer sur notre territoire. Cinquième axe, c'est le renversement de la perspective. Parce qu'on est aussi dans des stratégies de positionnement, et derrière ça, on est dans une vision un peu de contre-attaque. C'est-à-dire pas rester dans cette opposition, d'un côté les industriels qui seraient les propagateurs de pesticides, d'OGM, de gaz de schiste pour des intérêts purement financiers pour satisfaire nos actionnaires, par rapport aux ONG environnementales ou aux associations de consommateurs qui se battraient pour le bien des consommateurs ou le bien-être et la sauvegarde de la planète et des générations futures. Le débat n'est pas aussi simple, c'est essayer de renverser la charge de la preuve.
Donc essayer de construire la cartographie des acteurs avec pour chacun une image qui serait conforme aux intérêts de notre organisation. Exemple, toujours dans ces problématiques de réchauffement climatique, le discours climato-sceptique, c'est clairement: nous ne sommes pas le lobby au service des grands think tanks et industries énergétiques américaines, etc. Nous sommes au contraire des personnes libres, parce qu'en dehors de cette grosse structure tentaculaire qui s'appelle le GIEC, et dont le but n'est que d'être un lobby pour essayer d'obtenir des subventions pour servir leur propre intérêt financier de leur centre de recherche. Parce que bien évidemment, vous comprenez que si les personnes du GIEC disaient qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, ils ne pourraient pas avoir de fonds pour leur laboratoire, ils ne pourraient pas voyager à travers le monde pour faire des colloques et des machins, etc. Donc ils ont clairement un intérêt financier. Ou alors on est un peu dans cette ambiance plus globale de mettre un aspect un peu plus philosophique, optimiste, qualité de vie, espoir. Et c'est le débat un peu autour du principe de précaution, à savoir ceux qui nous attaquent, c'est des gens tristes. Louis Powell avait fait en 72 un papier là-dessus vers la sinistrose. C'était clairement, dans le monde de l'entreprise, on doit être capable de prendre des risques. Et ceux qui s'opposent au progrès sont aussi des personnes un peu réfractaires. C'est presque un combat là aussi un peu psychologique, où on va essayer de mettre des images dans cette cartographie des acteurs. Sixième et avant-dernier point, la communication d'influence, parce qu'on est sur deux types de discours qui s'opposent un peu, entre un discours plutôt de nature associative par rapport au discours des entreprises. Alors sans caricaturer, parce que c'est pas toujours comme ça, loin de là, où on va plutôt être sur un registre d'émotion dans l'attaque niveau associatif, et plus l'utilisation de la raison, avec des arguments économiques du côté des entreprises, et vers des cibles différentes, c'est-à-dire on privilégie côté association le grand public et les médias parce qu'on veut les prendre à témoin, et puis au contraire un public de décideurs avec qui on peut discuter. C'est plus facile, c'est le même type de discours. Souvent on a pu faire le même type d'études, en tout cas on est plus familier, donc on va plutôt jouer sur des stratégies de communication d'influence, clairement de lobbying. Et puis septième et dernier point, c'est l'Arvatus Prodeo. L'Arvatus Prodeo, j'avance masqué. C'est une technique qui a été mise au point, formalisée, théorisée au Canada. Des universitaires à Laval, je pense à Bernard Dagenet. C'est le concept d'astroturf. Astroturf, c'est ce gazon synthétique qui apparaît comme du vrai gazon, mais c'est synthétique. Donc c'est comment on va utiliser des associations montées de toutes pièces pour s'asseoir à la table des négociations. Et là, on a aussi un grand nombre d'exemples sur le climat, la Global Climate Coalition, sur les pesticides, le réseau biodiversité pour les abeilles. Voilà, c'est pas le centre de recherche de telle entreprise, c'est le réseau biodiversité pour les abeilles. Mais voilà, c'est 100% financé intégralement par certaines organisations. Mais ça présente une façade permettant a priori que ces personnes-là soient invitées dans les grands colloques où on va discuter de ces sujets-là. Il y a quelques années, mais ils ont dû changer, au niveau environnemental, l'association Espace pour Demain, c'était un peu la même chose. C'était 2-3 grandes entreprises qui avaient créé cette association avec l'idée d'apparaître comme une association environnementale pouvant propager un certain nombre de messages, enfin de relayer un certain nombre de messages des entreprises. Donc bien évidemment, il y a plein d'autres techniques. On voit qu'on est sur un sujet qui évoque aussi quelque chose. On est sur des combats de valeurs. On est très loin de ce qu'on peut lire dans beaucoup de manuels. Bien évidemment, les entreprises refusent, du moins acceptent assez difficilement de parler de ces sujets-là, et évidemment de les reconnaître en mettant l'accent
bien sûr, et elles le font aussi, sur la nécessité du dialogue, la nécessité de la rencontre, la nécessité des parties prenantes, mais en reconnaissant aussi, un peu comme aujourd'hui dans les cercles un peu plus fermés, qu'il y a des gens avec qui il est possible de discuter et d'autres non. En tout cas, on a là un domaine, je trouve, intéressant, qui est relativement peu travaillé, qui est toujours aux franges de la communication de crise, parce qu'une communication sur un sujet sensible qui ne marcherait pas, qui exposerait, peut très vite devenir une problématique de communication de crise. Mais je préfère m'arrêter là, parce qu'en tant qu'animateur et maître du temps, je dois aussi m'appliquer cette règle. Donc, je suis Christian Andréau, je suis directeur de la communication et du plaidoyer de Aide, donc qui est généralement considéré comme une ONG avec laquelle on peut parler. Encore que, ça dépend. Je vais prendre l'exemple de la lutte contre le sida en général et surtout de l'émergence de l'épidémie qui crée un contexte de crise sanitaire. Et donc on va retrouver toute une série de conflits, des enjeux de communication absolument énormes et complètement nouveaux à cette époque-là, dans le début des années 80, et nous allons voir que vont se télescoper tout un tas de publics réfractaires, qu'à un moment donné, tout le monde va être le public réfractaire de l'autre, en fait. Donc on va être comme ça dans des enjeux de communication très forts, des tensions éthiques considérables. J'aurai quelques exemples de campagne aussi, et surtout, on va retrouver certains des axes que vous avez énoncés dans votre présentation. Alors, sur cette partie-là, en fait, on a la première image de communication dans le cadre de la crise du sida. Là où c'est intéressant, c'est quand on est en 1983, il y a une des premières conférences médicales sur le VIH à Denver, qui réunit que des soignants. Le VIH vient d'apparaître, la première publication scientifique, et 2 ans avant, on ne sait strictement rien de la maladie. Juste que des personnes commencent à mourir et que ces personnes commencent à avoir des typologies identiques. Et cette conférence ne sont invités que les soignants et les malades laissés sur le pas de la porte. Et on a cette manifestation assez spontanée des premiers malades du sida qui acceptent de se visibiliser. Cette image est assez impressionnante parce que tous ces hommes sont homosexuels, malades et vont décéder dans les mois ou années qui vont venir, et qui montrent une première confrontation sous un angle de communication, hein, bien entendu, parce qu'on utilise l'image et le visage découvert pour se confronter. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que du point de vue de ce groupe de malades publics réfractaires, qui étaient bien entendu les médecins qui mettaient à part, du point de vue des médecins, les malades étaient les perturbateurs et les empêcheurs de discuter scientifiquement en rond. Et donc, par rapport à ce que vous disiez sur la notion, la figure d'autorité, face à un pouvoir médical impuissant pour une maladie émergente dont on ne sait rien, les malades, qui vont être globalement dans un premier temps en plus jeunes, en colère, vont avoir toute une structuration d'appropriation du savoir médical pour créer un contre-pouvoir. Et un contre-pouvoir créé par l'expertise du vécu de la maladie. Et donc là, on va avoir directement cette confrontation, cette remise en cause de l'autorité médicale, qui se retrouve annihilée par le manque de connaissances, et une prise de pouvoir par des groupes de malades, de proches, etc., issus des communautés touchées, je vais y venir, et qui vont s'approprier et s'auto-désigner comme experts. Donc, ce contexte de crise sanitaire, en découverte du virus et méconnaissance dans les premières années sur le mode de contamination, comment ça se passe, etc., etc. Donc, déjà, on anéantit la première case de pouvoir classique. On pourra relire Foucault là-dessus sur Naissance de la clinique, sur savoir-pouvoir médical et le rapport soignant-soigné. Donc tout ça est complètement pulvérisé, et une redistribution des cartes et une appropriation du pouvoir par les malades. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle personne qui sont touchées. On appelle ça dans les premières années la maladie des 4 H. Homosexuels, héroïnomanes, haïtiens et hémophiles. Donc, autant dire qu'on n'est pas sur des catégories de population qui déclenchent l'empathie générale et sur laquelle on va pouvoir communiquer aisément, en fait, qui vont être des publics à rejoindre. Et donc là, en termes de public réfractaire et de confrontation, on est directement dans la confrontation, avec des publics stigmatisés qui vont être considérés comme marginalisés par la population, l'opinion générale, enfin, quel que soit voire l'État,
c'est une autre question, mais on va être un petit peu là-dessus. Et de l'autre, des personnes qui ont des capacités de mobilisation qui sont finalement assez réduites de par le stigmate qu'elles vivent déjà et qui va s'appuyer sur un double stigmate de la maladie. Donc les enjeux de communication immédiats pour les ONG qui se constituent, pour les groupes qui se constituent, mais aussi pour les départements de santé publique et les agences de l'État. Ça va être bien sûr d'alerter le grand public, c'est-à-dire de créer le framework, le contexte de la crise. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui apparaît, une crise sanitaire, une épidémie. C'est quoi le cadre ? C'est quoi le cadre ? C'est quoi le groupe passage quel est le risque global pour la société, etc. Immédiatement, on va s'apercevoir qu'il y a des tabous et des obstacles légaux et qu'il va falloir aussi combattre la stigmatisation des groupes les plus touchés et des personnes malades. Donc on va être là sur des obstacles légaux qui vont toucher au contenu explicite, etc. Donc créer un nouvel espace de communication qui va devoir s'affranchir d'un certain nombre de frontières. Et donc va se mettre en place une stratégie globale, qui n'est pas celle forcément de mon ONG à ce moment-là, qui va être globale à tous les acteurs, y compris pour les États et y compris au niveau international, une stratégie de communication de crise, de gestion de la crise. D'une part, par la promotion et le plaidoyer pour des mesures de prévention et de protection. D'autre part, la gestion des émotions des individus et des groupes, puisqu'on est dans une épidémie, dans un cas d'un virus, donc qui se passe d'une personne à une autre personne. Donc dans ces cas-là, on peut avoir des mesures, la quarantaine, voire des expéditions punitives, etc., comme on a pu le voir dans certains pays. Donc cette gestion-là, avec laquelle il va falloir jouer, une communication sur la crise elle-même, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui se passe, et bien entendu du lobbying auprès des décideurs et personnes influentes. C'est là en fait que je me permettrai de ne pas être trop d'accord avec vous sur la partie communication d'influence, puisque sur la partie lobbying, communication d'influence, ça va être bien sûr pour les ONG aussi le travail et même la confrontation avec les pouvoirs publics et en frontal, mais aussi en off pour travailler là-dessus un petit peu sur la carotte et le bâton, et puis ça va toujours être un petit peu comme ça. Donc, sur les premiers points de promotion et plaidoyer, on est dans une situation où on a une population qui n'est pas consciente ou ne prête pas attention aux risques. Et on a donc besoin de relever le niveau de conscience de la population face aux risques. On va être là-dessus sur la crise sanitaire, on est toujours à peu près sur cette situation-là. En émergence, pour le VIH, à l'heure actuelle, on est en post-crise. Ce qui soulève d'autres difficultés en termes de communication, de continuer à mobiliser, etc. etc. Bon. J'y reviendrai pas, ce n'était pas le sujet, puis j'ai pas le temps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est stimuler, susciter l'émotion pour inciter à l'action. J'allais dire presque faire exister la crise en tant qu'objet de communication, pour qu'elle dépasse le cadre uniquement du service hospitalier, etc., et que aussi on puisse la délimiter. C'est-à-dire mettre fin aux imaginaires, à rationaliser un petit peu la crise, en fonction de ce qu'on sait au fur et à mesure. Donc le message principal, dans un tout premier temps, c'est « ouvrez les yeux ». Et il s'adresse à tout le monde. Au grand public, il y a quelque chose qui est en train de se passer, aux autorités, regardez ce qui se passe, de votre responsabilité, et aux communautés les plus touchées, mobilisez-vous, il vous arrive quelque chose. OK ? Et donc, on est dans l'utilisation de ce canal-là pour les mesures de prévention, la conscientisation du risque et la mise à l'agenda de la cause dans l'opinion publique et l'agenda des décideurs en termes de santé publique, etc. Sauf qu'une fois qu'on a créé, qu'on a fait exister cette crise, il faut délimiter le périmètre, comme je disais, puisque le contexte de crise, une fois intégré, on bascule dans la panique. On bascule dans la panique, notamment à travers la communication par la peur. Je vous montrerai des exemples de campagne. Fatalement, on vient à quelque chose qui est du registre de l'émotion et ne pas se faire passer par la dimension émotionnelle par rapport à ce qu'on peut produire en termes de rationalité. Donc la peur et la panique peuvent engendrer le rejet et la stigmatisation des personnes les plus vulnérables, surtout quand en plus
Ce sont des catégories de population voilà, qui ne suscitent pas l'empathie générale, du rejet et aussi du déni pour les publics les plus touchés. Dans ces cas-là, on est sur une autre phase où la communication vise à démystifier, dédramatiser le plus possible, dédramatiser sur la partie protection, sans dédramatiser la gravité. Difficile, hein, on est sur un équilibre très instable. En fait. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on meurt systématiquement du sida. Mais il y a des moyens de l'éviter, donc on peut dédramatiser cette partie-là. Compliqué, mais ça va ensemble. Et donner les évidences sur l'absence de gravité, justement. Un préservatif, ça se passe bien, ça va aller, tout va bien se passer. Et donc, le message principal dans ces cas-là, on est sur la gestion de crise, c'est nous savons, nous faisons, nous pouvons faire, et nous pouvons le faire tous ensemble. Et la nécessité de produire de l'inclusion, à ce moment-là, l'inclusion de la société tout entière dans ses différentes composantes. Et là-dessus, on est bien entendu sur le repérage des acteurs par rapport aux différents groupes, les leaders communautaires, mais aussi les personnalités publiques, comment on associe, que ce soit les politiques, mais aussi des figures emblématiques, médiatiques, etc. etc. Donc pour nous, et là je reprends la casquette uniquement aide, on a 3 domaines de communication, qui est d'abord une communication de proximité envers les populations les plus vulnérables et touchées, qu'elles soient de terrain, mais aussi par des campagnes ciblées. Il y a toute une dimension d'empowerment aussi, quand on est dans essayer d'atteindre des publics sensibles, réfractaires ou en vulnérabilité. Vous savez qu'on dit en sociologie parfois que plus un public est en situation de vulnérabilité sociale, moins il a la capacité à se mobiliser, etc. Donc, là-dessus, on a des acteurs justement pour mobiliser ces capacités. On peut le mettre sur l'optique de la prévention, on peut le mettre aussi sur l'accès à certains biens de consommation, hein, si on veut retourner la question. Une partie de communication au grand public, qui est un petit peu l'écran général sur l'état et l'existence de la cause. C'est là qu'on va trouver les grandes campagnes. On en fait certaines, mais qui sont aussi du registre de l'INPES, de ce que l'État peut produire en termes d'information. Les relations avec les médias, bien entendu, essayer de faire en sorte, on avait dit, qu'il y ait le moins de bêtises possible, ou que la publication d'un chercheur cinglé dans un coin fasse pas les gros titres, justement, ou qu'on n'annonce pas tous les mois un nouveau vaccin, qui verra jamais le jour, par exemple, ou les remèdes miracles, etc. Et ensuite, tout un pan de communication d'influence et de lobbying envers les élus locaux, nationaux, les agences de l'État, etc., les cabinets ministériels. Tout ça, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, dans le service que je dirige, on a un service plaidoyer lobbying intégré à la direction de la communication. Dans d'autres ONG, c'est souvent le contraire. Chez nous, c'est directement intégré. On considère en fait que ce qui est important, c'est le message initial et qu'ensuite sa déclinaison parmi les différentes cibles doit être intégrée au service, mais qu'en tout cas, à l'origine, vient le message. Donc, on va voir quelques exemples de campagnes qui correspondent en fait à certains objectifs qu'on peut avoir à un moment donné. C'est pas chronologique, hein, c'est juste quelques exemples comme ça un peu frappants. Donc, à un moment donné, on utilise l'humour, on démystifie et surtout, on essaye de glisser le plus d'explicite possible. Vous savez qu'on a un problème en fait à l'origine quand le virus du sida apparaît, la publicité sur les préservatifs est interdite. Ça peut sembler surréaliste à l'heure actuelle, mais c'était le cas. Donc il y a tout un tas d'avancées comme ça. On touche toujours aux limites de la pornographie, bien entendu. Pourtant, ça serait peut-être pas du luxe de montrer comment on enfile une capote, mais bon. Et donc, par l'humour, non seulement on dédramatise la question, on montre que la prévention est accessible, que c'est quelque chose qui peut toucher, qui est pas voilà, et bien entendu, aucune campagne n'est magique dans le changement de comportement. Ça, on pourrait disserter là-dessus, mais en tout cas. Dans ces cas-là, étant donné qu'on ne pourra jamais montrer un sexe en érection directement dans une campagne, on prend parfois des voies détournées. La peur et le choc comme levier. Alors bien entendu, ça ne passe pas en télé, mais c'est à un moment donné de savoir comment on peut alerter, choquer par une imagerie forte
et utiliser le levier de la peur. On l'a fait, la prévention routière le fait tout le temps, la plupart des pathologies ou ONG l'utilisent. Très sincèrement, c'est quelque chose qu'on ne fera plus. Voilà. Et pourtant, il n'y a rien qui marche mieux qu'une campagne comme celle-là. Après, étant donné que maintenant on se situe dans un contexte de post-crise sur le VIH, on ne va pas mentir aux gens pour créer de la mobilisation et de l'émotion autour de la cause. Ce qui est fatalement plus difficile en termes de communication. Ça, c'est facile, ça marche. Sida, peur. Sida, espoir. Plus difficile à véhiculer, mais en tout cas, notre ligne, elle est là-dessus. Donc ça, on ne le fera plus. Jouer sur les codes, bien entendu. Ça, c'était un petit peu sur la transition entre crise et post-crise. Donc, une imagerie qui vient en première lecture un peu sympathique, et puis on bascule sur le danger. Le monsieur a une couronne mortuaire autour du cou, où vous voyez le souvenir de Côte d'Azur, ou avec la plage, la mer et le VIH. L'utilisation de figures publiques, que ce soit, alors là j'ai pris des personnages connus, mais on a aussi des stars qui impliquent leur image, etc. Donc la recherche de leaders et de figures d'identification. Cette campagne n'est jamais sortie, malheureusement, parce que DC Comics appartient à la Warner et qu'ils sont très très tatillons sur l'image de leurs super-héros. Donc on n'avait pas les moyens de s'offrir un procès, même si c'est un procès toujours une excellente publicité, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est dommage que cette campagne était assez excellente. Et quand la communication va trop loin, là on touche aux limites de ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire que dans la lutte contre le sida, mais on va trouver ça aussi dans tout ce qui est éducation à la santé, on est toujours sur une difficulté entre stigmatiser la situation ou stigmatiser les personnes qui sont sur cette situation. C'est-à-dire, en gros, la différence entre stigmatiser le virus ou stigmatiser les personnes qui vivent avec. Dénoncer en santé publique le comportement de l'industrie du tabac ou dénoncer les fumeurs, etc., etc. C'est déclinable à l'infini, mais là, et pourtant, c'est un artifice de communication qui est excellent. Cette campagne-là, malheureusement, elle continue à être disponible sur le web, à mon grand regret, mais en tout cas, d'un point de vue d'impact, c'est difficile de le faire mieux. Le problème, c'est qu'il y a une assimilation très forte de la personne qui vit avec le virus au mal incarné, et que ce soit des figures effroyables comme l'araignée ou le scorpion. Donc on ne l'a pas sorti, malheureusement. Alors, il y a peut-être un atelier sur la e-réputation, mais là-dessus, c'est quand même compliqué de maîtriser ce genre de flux. C'est la dernière. Alors, on a quand même des leçons apprises de tout ça, et notamment, mais ça je ne vous apprends rien, que les individus s'inscrivent dans un espace social composé de représentations. Il y a les représentations qu'ils ont d'eux-mêmes, et il y a la représentation que la société a d'eux-mêmes. Et donc, une communication efficace pour atteindre ces publics va viser notamment à changer ces représentations. Quelles soient les représentations que j'ai d'autrui ou que la société a de moi-même. Donc on va jouer sur les potentialités, mais aussi une communication. Pourquoi beaucoup d'organisations, que ce soit dans le domaine environnemental, certes, mais aussi de santé publique, etc., s'occupent beaucoup de la question des droits, parce que la question des droits est structurante sur les représentations qu'ont la société des individus. Et là-dessus, ça va être quelque chose d'absolument fondamental. La deuxième leçon, c'est bien entendu de s'inscrire dans les codes des communautés, sachant qu'il n'y a pas de règles communes. Quand on a commencé à faire des campagnes ciblées auprès des communautés d'Afrique subsaharienne, les premières campagnes ont été des échecs, parce que les premières campagnes ne montraient que des personnes blacks. Ce qui était vécu comme une stigmatisation par la communauté, qui disait non mais il n'y a pas que nous. Okay, et que donc c'est comme ça qu'on a vu des campagnes mixte, à dominante sur une communauté, mais incluant aussi une diversité, alors une diversité à rebours, un petit peu, mais pour une acceptation là-dessus. Pour la communauté gay, c'est aussi l'inverse. On était plutôt dans la surappropriation des codes,
Mais là-dessus, avec une autre borne de danger, c'est de distinguer à l'arrivée une campagne de prévention d'une publicité pour un site porno. Donc, on était aussi là-dessus sur la nécessité d'avoir un différentiel et une identification. Le point sur lequel je voudrais conclure, c'est que ce que nous apprend la communication dans le domaine de la lutte contre le sida, c'est que les publics ne sont réfractaires qu'a priori, qu'on peut changer ça, et que tout dépend de ce qu'on a à proposer. Je prendrai un exemple. Les premières campagnes d'incitation au dépistage du VIH en Afrique ont été catastrophiques. Et les représentations qu'on peut avoir de l'Afrique disaient « non mais de toute façon, ils ne comprennent rien, ils sont impossibles d'accéder aux soins, on voit bien, etc. etc. » Jusqu'au moment où il y a des chercheurs qui se sont un peu penchés sur la question et qui ont dit « non mais pourquoi ça ne marche pas ?» Personne n'a répondu de façon très très claire. Il n'y a pas d'accès aux soins, aux traitements en Afrique. Pourquoi j'irai me faire dépister? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien. Juste à savoir que je vais mourir dans un an. À partir du moment où l'accès aux soins s'est débloqué en Afrique, les campagnes de dépistage ont été du succès. Parce qu'il y avait un bénéfice à se faire dépister et que donc, sur une campagne de dépistage, on avait quelque chose à proposer. Vous remplacez le dépistage par n'importe quel produit, je pense que le mécanisme va être quand même relativement le même. Là, la clé était vraiment de ce qu'on a à proposer et de ce qui vient ensuite, qu'est-ce qui va changer la trajectoire de la personne une fois qu'elle aura accédé à ce dépistage-là ou à ce produit. Voilà, je vous remercie.